La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Débat au cœur de la science, des experts issus de différentes disciplines scientifiques se penchent sur la manière dont est repensée l'intelligence des animaux. Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue donc dans le petit auditorium de la BNF. Merci d'être avec nous pour ceux qui sont là en vrai et merci aussi pour ceux qui nous suivent depuis notre chaîne YouTube. Voilà, puisque c'est aussi possible de voir cette conférence, cette table ronde sur YouTube. Donc c'est le 3e épisode de nos débats au cœur de la science, des débats qui sont consacrés cette année aux intelligences au pluriel, à travers 6 rendez-vous avec des experts de différentes disciplines scientifiques. Et aujourd'hui, on va se pencher le temps de cette table ronde sur les intelligences animales. L'intelligence a longtemps été considérée comme une faculté propre à l'être humain, uniquement. Et pourtant, on observe des comportements intelligents chez les chimpanzés, chez les oiseaux, chez les abeilles, et puis chez bien d'autres animaux. Mais là, ce sont les animaux dont on va essentiellement parler ce soir. Alors, comment repenser cette intelligence animale ? Est-elle seulement une capacité à s'adapter à son environnement ? Un environnement qui peut changer, ou est-ce que c'est bien plus, beaucoup plus que cela ? Cette intelligence se dévoile, on va le voir, sous de multiples formes, de multiples facettes. Et puis on va aussi s'interroger, que nous apprend-elle, cette intelligence animale, sur notre intelligence humaine ? Et puis comment ne pas calquer nos représentations de l'intelligence sur des espèces qui peuvent, et qui, vous allez le voir ce soir, nous surprendre par des aptitudes fascinantes. Alors vous pourrez poser des questions à l'issue de ce débat. On va réserver un temps pour ça, un temps d'échange avec nos 3 intervenants, dont 2 sont venus de Toulouse pour cette table ronde. Voilà, ils ont fait un long trajet pour venir avec nous. Bonsoir Agatha Liévin-Bazin. Bonsoir. Alors, oui, je suis en face, c'est bon, super. Ça marche. Vous êtes docteur en éthologie, médiatrice scientifique et illustratrice. Alors vous étudiez les oiseaux et plus particulièrement les corbeaux et les perroquets. Et on peut vous lire sur votre site internet, je vais le montrer tout de suite, le nid de Pi. Voilà. Nous sommes aussi avec Sabrina Krief, primatologue, professeure au Muséum national d'histoire naturelle. Vous étudiez les chimpanzés en Ouganda, dans le parc de Kibale notamment. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, un homme quand même ce soir avec nous, Martin Jurfa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes neurobiologiste à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Vous êtes aussi membre de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Et vous travaillez sur les mécanismes neuronaux de la cognition chez les invertébrés et plus particulièrement chez les abeilles. Alors pour commencer, avant d'ouvrir ce débat, je vous propose un petit retour en arrière, comme toujours lors de ces conférences, et une plongée dans les trésors de la Bibliothèque nationale, donc des trésors qu'on peut consulter sur le site Gallica, site sur lequel nos équipes ont déniché un article qui est celui que vous pouvez voir alors. Un petit peu difficilement peut-être, mais on va le résumer derrière nous. Donc c'est un article du journal La Dépêche qui date de 1912, juin 1912, et qui parle de Hans le Malin. Donc Hans le Malin, si vous ne le connaissez pas encore, c'est un cheval qui s'appelle Hans. L'article s'appelle, ça vous pouvez peut-être le lire, Les chevaux qui parlent. La première phrase de cet article, c'est « Jusqu'ici, les chevaux n'avaient jamais passé pour être particulièrement intelligents ». Et dans cet article, on parle de Hans, un cheval qui est alors âgé de 8 ans, auquel son maître, un ancien professeur de mathématiques, aurait appris à compter. Alors, je vais citer l'article, lire un petit peu. Hans répondait soit en inclinant la tête, soit en la secouant à toutes les questions qu'on lui posait et auxquelles il pouvait être répondu par oui ou par non. Il était capable de résoudre des problèmes d'arithmétique assez compliqués en frappant le sol autant de fois que le nombre comportait d'unités. Voilà, alors ça, c'est de la première partie de l'article. Et puis, on découvre qu'en fait, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Ce cheval qui sait compter et même dire l'heure, en fait, on se rend compte que ce cheval était surtout sensible aux gestes, aux signaux corporels inconscients de l'expérimentateur à côté de lui. Et donc, en fait, par un signe de tête de cet homme, Hans comprenait, par exemple, quand s'arrêter de frapper avec son sabot. Voilà. Alors, c'est un exemple qui est bien connu en éthologie, Hans le Malin. Et on le voit, je me tourne vers vous 3, l'intelligence animale alimente depuis longtemps les fantasmes. Et elle n'est pas forcément là où on la cherche, en fait, cette intelligence. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire-là ?
D'accord, ça marche. Du coup, oui, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est un cas emblématique, Hans le Malin, parce que tout le monde, dans le grand public, était persuadé que ce cheval savait compter, mais au final, il avait réussi quelque chose de plus extraordinaire encore. Il arrivait à capter quand les gens relâchaient leur respiration, c'est-à-dire qu'il était capable de comprendre des signaux envoyés par d'autres espèces que la sienne. Enfin, c'est quand même incroyable, ça veut dire qu'il a été capable d'analyser, et je trouve ça impressionnant de voir que il faisait quelque chose d'intelligent, mais pas l'intelligence telle que nous, on la définissait à ce moment-là. Et je trouve que c'est un très bon exemple. Moi, ça m'inspire une réflexion sur cette communication interespèces et effectivement les capacités insoupçonnées que certains animaux peuvent avoir, mais tant en termes d'espèces, puisque là, on parle des chevaux, que plutôt en termes d'individus. Probablement, on n'avait jamais détecté ça parce que Hans était quand même un cheval particulier. Et je pense que l'éthologie au XXe siècle a aussi travaillé ces aspects d'individus un peu particuliers et à faire émerger des capacités insoupçonnées. Pour ma part, en fait, je travaille en milieu naturel uniquement et mon souhait, c'est de pouvoir détecter ces capacités et ces intelligences sans intervenir. Mais évidemment, notre présence, ça le révèle bien, a toujours une influence, même quand on essaie d'être le plus neutre possible dans l'environnement. Personnellement, le cas de Hans, le perspicace, pour ainsi dire, est très illustratif de la difficulté que nous, êtres humains, avons pour aborder le problème de la cognition animale. Les animaux ne parlent pas, ils ne peuvent pas nous dire de quoi ils sont capables, ils ne peuvent pas verbaliser ceci. Donc la façon que nous avons, une des façons que nous avons d'aborder ce niveau, c'est faire de l'expérimentation. Et effectivement, il y a plein d'aspects qu'on n'arrive pas forcément à contrôler dans cette expérimentation. Le cas du dompteur de Hans le montre très bien. Il ne pouvait pas consciemment contrôler ses attentes, de voir le cheval fournir une bonne réponse et de fournir des réponses physiologiques incontrôlées qui donnaient la réponse à l'animal. Ça veut dire qu'effectivement, on peut questionner les animaux par le biais d'expérimentation, mais il faut être très, très, très fort et très rigoureux pour contrôler toutes ces variables que les animaux pourraient exploiter et nous faire croire qu'il y a des choses qui ne sont pas là. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'ils montrent ne soit pas aussi intéressant. Mais pour avoir des bonnes questions ou des bonnes réponses, il faut bien cerner l'expérimentation qu'on veut faire. Alors, on en vient au sujet du jour, l'intelligence animale. Qu'est-ce qu'on entend par là, en fait ? J'aimerais bien avoir vos définitions à tous les trois. Est-ce que c'est une capacité à s'adapter à son environnement ? Est-ce que c'est plus que ça ? Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce concept-là d'intelligence animale ? C'est compliqué parce que même au sein des communautés scientifiques, tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde ne définit pas l'intelligence de la même façon. Alors, je ne sais pas si on va être tous les trois d'accord exactement ou non. Moi, souvent, quand on me demande de définir l'intelligence, je parle de flexibilité, d'innovation. Comment est-ce que des animaux vont trouver des solutions à des nouveaux problèmes ou à des problèmes qu'ils n'ont abordés que de manière fragmentaire ? Comment, voilà. Mais dans l'intelligence, on peut mettre plein de choses. Il y a la mémoire, il peut y avoir de l'intelligence sociale, physique. Ça peut être aussi bien comprendre comment ouvrir une boîte que être capable de comprendre des interactions sociales, qui est copain avec qui dans un groupe. Tout ça, ça demande plein de capacités différentes. On reviendra un peu sur tout ça. Sabrina Nous sommes d'accord. Assez d'accord avec Agatha. Par contre, je trouve que ce que révèle aussi cet exemple, et puis juste ce qu'a évoqué Agatha, effectivement, il y a cette capacité d'innovation, mais aussi le fait qu'on interroge toujours l'intelligence des animaux, enfin souvent en référence à la nôtre, en leur posant des problèmes humains. Là, on le voit, compter, parler. On humanise en fait. Voilà, et qu'on s'attend à explorer ces capacités avec notre propre interprétation. Et je pense que cette notion d'innovation et de ce qui peut se passer sur le terrain quand un nouvel événement arrive en milieu naturel, ça aussi, ça traduit ces intelligences, effectivement, et ces intelligences multifacettes, parce que, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas uniquement se contenter de penser que tous les animaux d'une même espèce, tous les individus d'une même espèce ont la même intelligence, mais qu'elle est vraiment très différente en fonction des individus, comme chez les humains ou chez nos animaux domestiques. Certains ont des capacités, des compétences différentes.
Oui, tout à fait d'accord. Donc, la notion d'intelligence en tant que concept unique est difficile parce qu'effectivement, il y a beaucoup de définitions d'intelligence et il y a différents niveaux pour décliner ce qui serait l'intelligence. Donc déjà, ça va être difficile d'adopter une définition unique et commune. Vous avez parlé d'adaptation, donc par rapport à l'environnement. Certainement, toutes ces capacités cognitives déployées par les animaux leur permettent de trouver des solutions adaptatives par rapport au monde dans lequel ils vivent, c'est clair. On parle par exemple d'apprentissage et pratiquement tous les animaux sont capables d'apprendre, mais à différents niveaux. Finalement, le but du jeu, c'est quoi ? C'est que on vit dans un monde qui doit être rendu prévisible. C'est-à-dire, imaginez de vivre dans un monde où vous seriez incapable de construire la logique de ce monde. Si A a lieu, donc vous attendez que B arrive et ainsi de suite. Vous construisez une logique du monde. Et c'est en rendant ce monde prévisible que vous pouvez survivre justement dans celui-ci. Donc les animaux font pareil. À leur façon, avec des stratégies différentes, ils rendent ce monde prévisible par le stratégie cognitive, qui peuvent varier d'une espèce à l'autre, qui vont être adaptées aux problèmes particuliers que cette espèce va confronter, qui va varier d'un individu à l'autre, comme vous l'avez bien dit, mais c'est effectivement le but du jeu. Ces animaux, comme nous, vont faire face finalement à des problèmes similaires, c'est-à-dire confrontés à trouver de la nourriture, à se reproduire, trouver des partenaires, savoir où il y a des situations dangereuses, etc. Et donc, de ce fait, ils vont développer des stratégies et des mécanismes cognitifs qui vont permettre de résoudre ces problèmes, comme nous. Et nous avons des préjugés quand même sur cette intelligence animale, notamment chez certaines espèces. Certaines ne seraient pas capables de grandes capacités cognitives. C'est un petit peu les préjugés qu'on a, Agatha, sur les oiseaux. Sur les oiseaux, ce sont des bons sujets. Même si je vous demande à vous dans la salle des expressions avec les oiseaux, il y a bête comme une oie, crâne de piaf, cervelle de moineau... Pigeon. Perroquet, répéter comme un perroquet, se faire pigeonner. J'en connais pas beaucoup qui soient très flatteuses, donc ça révèle bien souvent ce qu'on s'imagine chez les oiseaux. Et ça m'est encore arrivé il y a 2 jours, je parlais avec quelqu'un dans la rue, je lui parlais de poules et de pigeons. Il m'a dit comment ça, les poules ? Non, les poules, elles savent compter à 3 jours. Elles savent faire de la communication référentielle, c'est-à-dire qu'elles font pas les mêmes types de cris si un prédateur vient du sol ou des airs. Et elles adaptent leurs réponses selon le type de cri, de manière, adaptée au type de menace. Donc en fait, oui, on a vraiment des préjugés. Alors moi, je pense, peut-être que je me trompe, que plus les animaux sont différents de nous, moins on estime qu'ils ont une intelligence comparable à la nôtre. Et c'est vrai que les oiseaux, le fait est qu'ils ont des plumes, ils n'ont pas de bras, il y a quand même des différences physiques notables. Et du coup, on les met un peu de côté. Ça peut être le cas pour les abeilles aussi, qui sont assez loin de nous. Certainement. Je crois qu'à la base, un problème ou des préjugés qui traînent quelque part par là sont deux préjugés essentiels. C'est déjà concevoir l'évolution de façon erronée comme une sorte de ce qu'on appelait la scala natura, c'est-à-dire une échelle linéaire qui partirait du plus simple jusqu'au plus complexe, l'homme. On sait très bien que l'évolution n'a pas opéré de cette façon-là. Il y a des prédécesseurs, il y a des ramifications. Ce n'est pas un échelonnement continu, mais c'est donc des ramifications, des parallélismes, etc. Et ainsi de suite. Et l'autre préjugé, peut-être, c'est de croire forcément que plus grand est le cerveau, donc meilleure va être l'intelligence. Simplement pour s'affranchir de ce préjugé, je vous poserai la question. Donc le plus grand, ça serait un cerveau d'éléphant. Est-ce qu'on croit forcément qu'il va être plus capable que le cerveau humain ? Pas forcément, je dirais, parce qu'on oublie avec ce type de préjugé que le cerveau donc, a d'autres fonctions autres que la cognition. Il est responsable de processus végétatifs, somatiques, etc., contrôle la respiration, la digestion, plein de processus qui vont au-delà de l'intelligence. Donc il faut quelque part s'affranchir et comprendre aussi que des petits cerveaux peuvent reproduire en miniature, mais vraiment en miniature, des architectures de neurones qui sont déjà capables de fournir des solutions extrêmement intelligente, entre guillemets, à des problèmes posés. C'est le cas des abeilles, on en parlera peut-être. On va en parler, bien sûr. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu des oiseaux, quand même, pour que les spectateurs n'aient aucun préjugé dessus. Certains oiseaux sont capables de fabriquer des outils
Alors oui, tout à fait. Alors on en parlera sans doute beaucoup avec les chimpanzés qui sont quand même parmi, même si ça me fait un peu mal de l'avouer, mais qui sont parmi quand même les champions en matière de création d'outils, parce que ce sont des animaux qui ne se contentent pas forcément de ramasser un objet et de l'utiliser. Des fois, ils les façonnent, ils les modèlent, ils les modifient. Et en fait, depuis le milieu des années 90, on s'est rendu compte qu'il y avait un corbeau endémique de Nouvelle-Calédonie qui savait aussi créer des outils. Alors, ils font plusieurs types d'outils. Le plus travaillé, on va dire, c'est en fait, ils prennent un morceau de feuille dans un arbre particulier. Enfin, c'est pas un arbre, c'est plus une liane, mais qui est le pandanus, qui fait des espèces comme ça de grandes feuilles. Et en fait, l'oiseau vient, il fait une incision et il découpe un escalier avec 3 marches bien précises qu'il détache ensuite de la feuille. Et avec cette tige végétale, il va fouiller dans les troncs creux. Les larves viennent mordre dedans et il peut comme ça pêcher les larves en dehors des trous. Et on s'est rendu compte de plein de choses, parce que bien sûr, quand on l'a découvert, ça a bouleversé nos connaissances scientifiques sur la question, parce que la question de l'outil, là aussi, tout le monde n'est pas d'accord sur la définition de l'outil, mais l'un des prérequis, souvent, c'est quand même de manipuler l'objet quand on fait quelque chose. Et les oiseaux n'ont pas de bras, donc ça facilitait pas les choses. Et voilà, cette découverte a vraiment bouleversé, et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui avaient sans doute un apprentissage un petit peu lié à la géographie, parce que certains outils à 3 marches se trouvent dans certaines zones de l'île, mais pas sur l'île de Marais qui est à côté. Donc peut-être qu'il y a une base de culture chez ces corbeaux. On pense aussi que les petits savent spontanément les utiliser petits, mais qu'ils ont besoin d'un tuteur qui leur montre comment les fabriquer. Donc il y a un apprentissage qui peut dépasser 1 ou 2 ans. Alors pareil, chez des oiseaux, une mésange, au bout d'1 mois, elle est partie de son nid. Les bébés corbeaux calédoniens, ils peuvent rester jusqu'à 2 ans avec leurs parents. Donc il se passe plein d'échanges, pareil au niveau sociaux, qu'on est encore, à mon avis, loin de pleinement comprendre, parce que voilà, il y a beaucoup de choses encore à étudier là-dessus. Sabrina Krief, on peut peut-être parler de la fabrication des outils chez les chimpanzés. Oui, alors chez les chimpanzés, il y a des tâches extractives de la même façon, c'est-à-dire que les chimpanzés vont utiliser des baguettes, des brindilles pour aller explorer des nids d'insectes. Donc ça peut être des fourmis, des termites ou des nids d'abeilles. Et donc de la même façon, ils vont adapter la taille, le diamètre de la baguette qu'ils vont aller prendre et préparer au type de proie ou de ressources alimentaires à laquelle ils veulent accéder. Ce qui est très particulier, effectivement, c'est aussi qu'en fonction des groupes, même des groupes voisins peuvent ne pas utiliser les mêmes types d'outils. Et donc, il y a une certaine adaptation à la proie ou à l'environnement, puisque, par exemple, si une proie est très agressive, par exemple des fourmis qui mordent, le bâton va être souvent plus long. Mais il y a aussi une composante qui est vraiment une composante sociale, c'est-à-dire qu'il y a un apprentissage, une observation longue des jeunes envers les adultes qui pratiquent. Et probablement aussi, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a une succession d'outils qui peuvent être utilisés. Donc sur le site où je travaille, à Sebitoli, on est dans le parc national de Kibale, et c'est un endroit où les chimpanzés sont réputés pour être peu utilisateurs d'outils et peu consommateurs de ressources cachées. Et donc, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un groupe, avec un groupe qui n'utilisait pratiquement pas de baguettes pour aller chercher le miel, sauf du miel d'abeilles charpentières, donc dans des branches creuses. Et un jour, en fait, en suivant un chemin et en essayant de trouver les chimpanzés, je trouve une branche plantée dans le sol. Je trouve ça bizarre, je l'enlève, et le lendemain, je repasse et je retrouve une branche plantée dans le sol. Donc on s'interroge parce que on n'avait aucune idée qui nous faisait une farce ou quoi. Et en posant en fait des pièges caméra, on s'est rendu compte que c'était les chimpanzés qui utilisaient des baguettes pour aller chercher du miel d'abeilles mélipones, donc des abeilles qui n'ont pas de dard, qui ne piquent pas, mais qui font des couvains sous terre. Et avec ces caméras trappes, donc puisqu'à l'époque les chimpanzés n'étaient pas suffisamment habitués pour qu'on puisse vraiment les observer directement, on s'est rendu compte qu'ils utilisaient plusieurs types d'outils. Donc un premier pour explorer, parce qu'en fait la petite galerie est extrêmement petite. En fait, on les voit même pas, nous on les trouve pas ces galeries. Ça fait moins de 1 cm de diamètre, mais elles sont pas à l'aplomb du nid des mélipones. Donc même si on creuse, si le chimpanzé creuse là, il va pas trouver la ressource alimentaire. Donc
Donc il lui faut vraiment explorer. Donc il y a un premier outil qui consiste à sonder, et puis ensuite un autre pour lequel il faut élargir, donc c'est ensuite un plus gros diamètre, et enfin un troisième qui vraiment va être très long et qui va permettre de perforer. Donc il y a vraiment là une recherche, le fait que ce soit complètement invisible et qu'il faille explorer comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle c'est une sorte de méta-outil. Enfin, il y a plusieurs niveaux pour accéder, et ça ressemble en fait à un autre type d'outils qui sont utilisés, sont les outils en pierre, où là souvent il faut une association de plusieurs pierres pour pouvoir accéder à la ressource qui est donc généralement l'amande d'une noix. Et donc un outil sert d'enclume, l'autre de marteau et un troisième de cale. Et sans ces trois outils, en fait, le chimpanzé n'arrive pas à casser correctement sa noix. Et ensuite, il lui faut maîtriser sa force pour ne pas tout broyer et avoir un mélange de noix et de coquilles. Donc voilà, il y a pas mal de types d'outils. Ils utilisent aussi des outils qui n'ont pas du tout de visée alimentaire, comme par exemple pour chasser les mouches ou pour se nettoyer les oreilles ou pour se protéger de la pluie, ou comme projectiles dans des interactions sociales. Et également, ils ont des comportements qui ne sont pas matériels et qui s'approchent de ce type de comportement culturel. Donc effectivement, depuis la fin des années 60 et les premières observations de Jane Goodall, on a découvert la multiplicité et le fait que chaque société, chaque groupe de chimpanzés est défini par son type de comportement culturel. Et deux groupes voisins qui se jouxtent n'ont pas les mêmes usages d'outils et de comportements culturels. Et ça, c'est absolument incroyable. Et ce sont des savoirs qui se transmettent au sein de ces communautés. Oui, alors ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on observe, c'est-à-dire que même si, a priori, il y a certains gestes qui pourraient être spontanés, il y a vraiment un apprentissage des jeunes qui passent vraiment longtemps d'abord à observer, puis à pratiquer avant de réussir la tâche. Et donc il y a à la fois une part d'apprentissage individuel et d'apprentissage social par observation, mais jamais d'éducation. Et je pense que c'est ça qui est vraiment très important pour faire aussi la différence peut-être entre la façon dont les humains utilisent les outils. C'est que la mère, par exemple, ne prend pas la main du jeune pour lui montrer comment aller pêcher les termites ou les fourmis. Elle ne va pas, pareil, casser à la place du jeune la noix en lui tenant la main, mais par contre, elle peut faciliter en aidant à prendre une branche ou en laissant à disposition un caillou. Voilà, donc c'est plus de la facilitation, mais pas d'éducation, pas d'enseignement. Donc par rapport à tout ce qu'on vient de discuter, ce qui me vient à la tête, c'est justement les parallélismes qu'il y a entre espèces très différentes. Sans que ça soit absolument identique, mais sachez quand même que dans des sociétés d'insectes, on peut trouver des comportements similaires, de l'apprentissage social, c'est-à-dire apprendre en regardant ce que fait l'autre, et aussi de la transmission, donc au sein d'une société, d'un apprentissage acquis par cette voie-là. L'expérience, il y en a plein d'expériences, mais une qui me vient à la tête, par exemple, c'est celle d'avoir entraîné à un bourdon à venir sur un disque bleu où il obtient une récompense de solution sucrée, et puis par la suite, suivant un test typique qui est utilisé chez le vertébré, qui est le test de la ficelle. Donc on va couvrir ce carton bleu avec du plexiglas de sorte qu'il ne soit pas accessible. On voit qu'il est là, mais on peut pas arriver parce qu'il est caché, il est enfermé par ce plexiglas. Sauf qu'il y a une ficelle qui quelque part est connectée à ce carton, ficelle que l'animal n'a jamais vue. Et à un moment donné, donc cet animal va commencer à tirer la ficelle avec les mandibules pour faire venir le carton bleu vers eux. Et donc, il apprend ce geste nouveau, ce comportement nouveau, un bourdon, on parle bien d'un bourdon, pour faire venir la ficelle et obtenir la solution, venir le carton bleu et obtenir la solution sucrée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, vous pouvez avoir des individus naïfs qui l'observent, c'est-à-dire qui eux-mêmes n'ont jamais eu l'expérience du carton bleu. Ils ne savent pas qu'il y a du sucre. Mais en voyant cet animal, donc, ils apprennent ce comportement par observation. Et par la suite, ce qui est très bien, puisque les sociétés de
de bourdons sont relativement réduites. Ils sont conformés d'une centaine d'individus. On peut avoir un petit peu plus, mais ce n'est pas des colonies d'abeilles où il y a des milliers d'individus. Et donc, on va voir, et ce qui a été fait, donc comment ce savoir se transmet entre les individus. On va voir que c'est une dissémination extrêmement rapide. Il y a plein d'expériences de ce type-là faites chez les insectes sociaux qui, justement, habitent dans des sociétés complexes, organisées, qui montrent, par exemple, que si un animal est en train de résoudre une tâche pour laquelle il est entraîné, par exemple choisir des fleurs artificielles jaunes contre des fleurs artificielles bleues, les premières récompenser, les autres non, et que si on met donc à regarder d'autres individus naïfs à travers une fenêtre, une vitre, etc., ce que cet individu fait, quand vous libérez les soi-disant naïfs dans cette arène, ils n'agissent pas comme des naïfs. Ils vont directement vers la bonne solution après avoir regardé ce que faisait l'autre. Vous voyez, donc là, on parle d'insectes et néanmoins, vous retrouvez certaines de ces informations, de ces comportements à ce niveau-là, avec des systèmes nerveux extrêmement différents, comme je disais tout à l'heure. Ce n'est pas forcément la taille, donc il faut savoir quelle est la connectique qui donne lieu à ces comportements. Alors, on a parlé de Hans le cheval qui savait peut-être compter, mais les abeilles peuvent vraiment compter aussi? Oui, effectivement. Donc, il y a beaucoup de travaux, certains qui ont été faits par nous-mêmes. Donc, on s'est intéressé effectivement au sens numérique des abeilles, parce que vous savez, les abeilles, c'est des animaux qui naviguent de façon très très efficace dans l'environnement, dans le sens où, contrairement à d'autres insectes, ils doivent toujours revenir au même point de départ, la ruche. Donc, ce n'est pas des insectes qui se baladent comme ça librement dans la nature. Ils ont un point de repère. Ils doivent, comme nous, rentrer à la maison. Et donc, ils peuvent naviguer plusieurs kilomètres à la recherche de nourriture, ce qui, pour la taille d'une abeille, vous voyez, c'est très conséquent. Donc, on avait imaginé, et on sait qu'elles utilisent des marques de terrain, entre autres choses, pour naviguer. Et la question était surgie sur le comptage des marques de terrain pour dire, je vais passer 2, 3, 4 arbres et je m'arrête là. Effectivement, il y a des expériences qui ont été faites sur le terrain pour montrer qu'après un certain nombre d'objets, elles atterrissaient. Et que si, par exemple, on variait la distance entre ces objets, donc la distance réelle n'était pas importante, c'était le nombre d'objets, pour certains, qui comptaient, et elles atterrissaient cette fois-ci à la mauvaise distance, parce qu'elles comptaient les objets qui étaient séparés maintenant par d'autres distances. On a fait plein d'expériences où on les entraîne, par exemple, à venir dans des labyrinthes, où on montre à l'entrée une image avec 3 objets, peu importe lesquels, et puis il faut rentrer et choisir entre 3 et 4. Donc, il faut toujours faire correspondre son choix au nombre que l'on voit à l'entrée. Les nombres changent tout le temps. La prochaine fois, ça sera 4 à l'entrée et à l'intérieur 5 contre 4, il faut choisir 4. Si c'est 2 à l'entrée, il faudra choisir 2 contre 1 et ainsi de suite. Et les animaux apprennent parfaitement à résoudre ces problèmes-là, ce qui montre qu'elles ont un sens numérique. Elles peuvent compter jusqu'à 5 à peu près, ce qui n'est déjà pas mal, puisque plusieurs vertébrés comptent aussi jusqu'à ce niveau-là. Elles montrent aussi plein de propriétés dans leur système numérique qui sont communes à ce que nous avons. Par exemple, il y a un effet typique en cognition numérique qui veut que, pour nous, c'est facile de discriminer des nombres qui sont éloignés, par exemple 1 contre 101, ça se voit, c'est tellement évident qu'ils sont différents, mais c'est difficile de discriminer des nombres qui sont très proches. 101 contre 102, je vais avoir du mal à voir que c'est vraiment différent. Le même principe va être montré 1 contre 2, donc ça va être, elles vont réussir, mais ça va être difficile. 1 contre 5, fastoche. Donc elles arrivent sans problème. Et ainsi de suite. Vous voyez, donc les principes de ce système numérique suivent des logiques similaires à ce qu'on trouve chez nous, à une échelle plus réduite évidemment, mais on a ça. Agatha Liévin-Bazin, donc je ne sais pas si les oiseaux savent compter, mais ils savent pour certains anticiper le futur. Certainement. Alors ils savent aussi compter. Vous nous en parler. Il y a des expériences qui ont été faites, notamment par exemple dans mon ancien laboratoire avec des gris du Gabon, des perroquets, où on leur mettait des tas de graines, avec beaucoup de graines ou moins de graines, et en général ils allaient assez sûrement vers le tas avec le plus de graines. Mais il y a aussi, donc je vous parlais tout à l'heure des poussins de 3 jours qui arrivent à distinguer des quantités entre 1 versus 3, ils vont pas jusque 5, mais 1 versus 3, 2 versus 3, avec des espèces de capsules, de jouets, d'œufs en chocolat dont je ne vais pas donner la marque, qu'on pouvait bouger d'un endroit à l'autre.
Et en fait, les poussins suivaient la plus grande quantité. Donc oui, il y a des choses qui vont dans le sens de distinguer en tout cas des quantités assez sûrement. Mais oui, il y a une expérience qui date de 2017 que j'aime beaucoup, qui a été réalisée dans un laboratoire à Lund, en Suède, avec des grands corbeaux. Donc le grand corbeau qui est le géant des corbeaux, hein, ça fait 1,50 m d'envergure, un grand corbeau. C'est la taille d'une buse, donc c'est un très bel oiseau. Et ce sont des animaux qui ont été habitués en laboratoire à être en interaction avec l'humain. Donc on peut interagir avec eux. Et cette expérience, en fait... c'était pour voir s'ils étaient capables donc de choisir un objet pour plus tard obtenir une récompense. Il y avait 2 cas de figure, soit parmi sa volière, l'oiseau était libre, il pouvait choisir un bouchon de bouteille en plastique, et il apprenait que quand il le sélectionnait, qu'il le donnait dans la main de l'expérimentateur, il avait une excellente croquette frolique très très bonne, donc il avait tout intérêt à le faire. Et l'autre alternative, ce que je trouve fort aussi, parce que dans la nature, les grands corbeaux n'utilisent pas spontanément d'outils, mais là, le protocole, en fait, leur apprenait à utiliser un caillou, donc il fallait qu'ils prennent le caillou, ils le mettaient dans une boîte en plexiglas, et quand le caillou tombe dans la boîte en plexiglas, ça fait tomber une croquette frolique en dehors. Donc soit il y avait du troc, soit il y avait l'utilisation d'outils, et le but de l'expérience, c'était si on laisse les oiseaux libres, avec plein d'objets dans leur volière, est-ce qu'ils sont capables de prendre le bon objet, et le garder longtemps, même s'il n'y a pas d'expérimentateur à côté, même s'il n'y a pas la boîte pour résoudre le problème. Est-ce qu'ils vont comprendre que juste, s'ils choisissent cet objet, ils auront la possibilité de résoudre le problème et d'avoir une récompense? Et en fait, il y avait un cas de figure où on attendait 15 minutes avant de leur amener la boîte ou de faire le troc. Et ça marchait bien, ils étaient à 78-80% de réussite. Et puis, les expérimentateurs qui sont un petit peu sadiques, ils se sont dit, et qu'est-ce qu'on fait si on attend une nuit, 17 heures? On laisse le choix aux oiseaux de choisir un objet et on attend 17 heures avant de leur amener la potentielle récompense. Et il y a eu presque 100% de réussite, c'est-à-dire que les oiseaux étaient capables de sélectionner un caillou, avec la perspective sans doute de pouvoir l'utiliser le lendemain pour avoir cette récompense. Et ça montre une anticipation du futur. Ils ont compris que, parce que bien sûr, on les entraîne avant, il faut qu'ils comprennent l'association entre il y a un caillou, il y aura la boîte avec la récompense. Mais une fois qu'ils ont saisi cette association-là, ça marche très très bien. Et pour la petite anecdote, moi j'aime beaucoup raconter ça. Parce que du coup, il faut aussi toujours un petit peu nuancer. Cette expérience, elle est folle. Elle a été publiée dans un très gros journal. Mais c'est 5 individus. Parce que ça prend un temps fou d'entraîner les animaux à résoudre le problème. Et dans ces 5 individus, il y a une femelle qui était tellement futée qu'elle a réussi à ouvrir la boîte sans le caillou. C'est-à-dire qu'elle a réussi à ramasser des bouts de bois qu'il y avait au fond de la volière et elle les mettait dans la boîte. Et ils ont dû la sortir de l'expérience parce qu'elle réussissait à résoudre le problème sans utiliser l'objet qu'on voulait qu'elle utilise. Voilà. Sur les capacités à compter et l'aspect numérique, il y a des expériences chez les chimpanzés conduites par des équipes japonaises qui montrent que les chimpanzés ont des compétences supérieures en mémoire de travail et en rapidité aux humains, c'est-à-dire qu'on leur demande de classer des petits rectangles sur lesquels apparaissent des chiffres et qui disparaissent très rapidement. Et donc, il leur faut se souvenir de la disposition et de l'ordre dans lequel les chiffres sont, et pas forcément 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être 1, 5, 9. Et donc ça, ils y arrivent bien mieux que des humains. Et pour montrer à quel point c'est une capacité qui est finalement naturelle pour les chimpanzés, et comme pour les animaux, en fait, de devoir compter, c'est important tant au niveau alimentaire. Par exemple, les chimpanzés sont capables de distinguer, sont d'excellents botanistes, des espèces qui sont synchrones et qui donc vont faire des fruits exactement en même temps. Comme par exemple, c'est la saison des pommes ou des poires. Et en forêt tropicale, il y a des espèces qui sont asynchrones, qui produisent tout le temps. Et certaines de ces espèces sont associées en cluster ou pas. Et donc, les chimpanzés sont capables de prévoir le voyage qu'ils vont faire et donc de prévoir si ça va être des espèces synchrones ou asynchrones. Donc, non seulement de la botanique, non seulement de la disponibilité alimentaire et de la planification. Et dans ces histoires de planification en milieu naturel, on voit aussi des chimpanzés qui vont déterrer des tubercules riches en eau
et les transporter pendant longtemps, un peu comme la gourde d'Agatha, en prévision d'un moment où ils auront soif, alors que sur le coup, ils n'ont pas forcément consommé le tubercule. Donc il y a des choses qui semblent pour nous être de la planification à long terme, et on a toujours l'impression que c'est vraiment une réponse immédiate que fournissent les animaux à un besoin, mais non, il y a effectivement aussi besoin de cette planification. Je voudrais juste ajouter peut-être une perspective légèrement différente, dans le sens où je suis neuroéthologiste, c'est-à-dire que au-delà du comportement, ce qui m'intéresse, c'est aussi comprendre les supports nerveux qui sous-tendent ces capacités. Et donc, par rapport aux oiseaux et aux primates, donc, il faut savoir qu'ils ont joué un rôle extrêmement important dans l'histoire de la cognition numérique, parce que c'est chez ces espèces-là, notamment que, entre autres, un grand chercheur allemand, Andreas Nieder, à l'université de Tübingen, a trouvé pour la première fois les neurones du nombre ou des nombres. Quand on a commencé à étudier la cognition numérique chez l'homme, il a été proposé, sans trop avoir une idée à cette époque-là, l'existence de neurones qui répondaient à des nombres de façon abstraite. 3, par exemple. 3, ça peut être 3 oranges, 3 gobelets. Peu importe l'objet, on répond au nombre, indépendamment des objets qui sous-tendent cette représentation numérique. 3, c'est 3. 4, c'est 4. Donc, il avait été proposé que quelque part dans le cerveau, il devrait exister des neurones qui stimulaient, je dis comme exemple, avec 3 oranges, avec 3 gobelets, avec 3 cahiers, avec 3, répondent toujours à 3. Peu importe la nature de la stimulation, si le nombre reste constant. Et ainsi de suite pour différents nombres. Et ces neurones qu'on n'a pas connus pendant longtemps ont été trouvés effectivement chez le primate et chez les corbeaux par plein de recherches, ce qui a ouvert plein de portes pour comprendre donc comment ça se passe chez nous aussi. Donc, vous voyez, c'est en ça aussi que la recherche sur l'animal est extrêmement importante. Ça nous dit non seulement ce qu'ils peuvent faire, mais comment ça peut se passer chez nous aussi. Et sur cet aspect, peut-être justement pour sortir un peu de l'aspect juste alimentaire et du besoin, en fait, donc les chimpanzés défendent un territoire et donc font des patrouilles en bordure pour éviter que les intrus viennent dans leur territoire. Et en fait, pour sonder si les voisins sont là, souvent, ils crient, ils vocalisent et ils attendent la réponse. Et en fonction de la réponse et donc du nombre d'individus qui répondent, ils vont décider ou pas, évidemment, d'aller essayer de faire une incursion dans le territoire des voisins. Voilà. Et donc après il y a éventuellement des tromperies avec on voit quand on est de l'autre côté et qu'on suit le groupe qui est testé, des individus qui se réfrènent et qui restent silencieux et donc qui ne répondent pas. Donc c'est assez étonnant de voir que probablement ils ont conscience que s'ils font du bruit et qu'ils répondent, ça risque soit d'engendrer un conflit s'ils ne sont pas assez nombreux. Voilà. Donc c'est toujours étonnant de voir les stratégies différentes en fonction des individus, parce que je pense que ce qui est aussi très important à noter, c'est que, encore une fois, tous ne répondent pas pareil. Et que c'est vraiment des questions d'individus qui ont certaines compétences ou certaines sensibilités à certains aspects. On parlait des outils. Tous les chimpanzés de la communauté n'utilisent pas des outils. Alors, on ne sait pas s'ils savent ou pas, mais en tout cas, ils ne les utilisent pas. Ils n'en utilisent pas tous. Tous ne chassent pas et tous ne participent pas à des parties de chasse. Il faut qu'il y ait des certaines alliances. Et pareil, pour qu'un individu arrive au pouvoir, il faut qu'il ait des alliés. Donc, je pense que c'est aussi ça qui est vraiment important aujourd'hui à comprendre, c'est qu'il y a des individualités, mais aussi des sociétés, des groupes qui ont des intelligences différentes. Moi, j'ai étudié un groupe qui, a priori, utilise pas mal des plantes médicinales, mais ça n'a pas forcément été montré à 1000 km de là chez des chimpanzés ailleurs. Et donc, probablement, comme les humains ont des cultures et des savoirs et des compétences particulières, les animaux en ont aussi, comme Agatha le disait aussi, pour les oiseaux. Et justement, par rapport à cette automédication, peut-être que vous pourriez nous en dire quelques mots. Voilà, ces chimpanzés, ces groupes de chimpanzés qui sont capables de se soigner.
Oui, alors donc moi j'ai étudié des chimpanzés qui vivent dans le parc national de Kibale en essayant d'observer les chimpanzés malades et d'essayer de comprendre s'ils consommaient des choses différentes, s'ils utilisaient des plantes différentes ou des substances naturelles différentes de ceux qui étaient sains. Et donc on a pu mettre en évidence qu'effectivement des comportements qui sont coûteux en temps, en énergie, comme par exemple arracher des écorces et pour obtenir des ressources qui ne sont pas caloriques, donc qui ne sont pas ni sucrées, ni qui fournissent de l'énergie, mais qui au contraire sont souvent amères, difficiles à mastiquer, étaient consommées par des individus qui étaient soit en moins bonne santé, soit qui s'écartaient du groupe, etc. Et donc on a collecté ces plantes, on les a extraites, on a trouvé des molécules, et parfois des molécules très actives qui n'avaient jamais été mises à jour. Bien que ce soit extrêmement difficile d'avoir des cas répétés et qu'on puisse avoir du moment où le chimpanzé est malade, qu'on le met en évidence, qu'il consomme quelque chose et qu'il guérisse ensuite, on a quand même des cas où on voit bien cet enchaînement. Et donc on a mis à jour des molécules à activité antiparasitaire, à activité vermifuge ou contre le palu. On a pu aussi voir que les chimpanzés étaient capables d'associer des plantes avec de la terre et que cette association augmentait l'activité des feuilles qui sont très amères et qui ont des propriétés antiparasitaires. On a pu aussi voir que quand ils consomment de la viande, ils ne la consomment jamais seuls, ils la consomment avec des plantes qui ont aussi des propriétés aromatiques très fortes, donc qui sont aussi soit amères, soit piquantes, et qui ont des propriétés médicinales. Donc notre hypothèse, c'est que ça permet de réduire les risques de consommer les viscères de leurs proies qui ont souvent des parasites. Et puis des usages externes aussi, avec des plantes qui sont utilisées soit juste pour nettoyer, soit qui sont posées sur les plantes ou qui sont utilisées quand il y a des hémorragies, a priori pour réduire ces hémorragies. Et ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est à quel point ça recouvre les usages des populations locales. C'est-à-dire que humains et chimpanzés ont la connaissance de ces plantes et souvent pour les mêmes propriétés. Et souvent, ces plantes-là ne sont pas non plus transformées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une recette particulière des humains, mais elles sont prises telles quelles, mastiquées par exemple pour les écorces, etc. Donc voilà, ça c'est un des aspects tout à fait étonnants et passionnants des travaux qu'on conduit avec les chimpanzés et les populations voisines. Martin Jurfa, vous nous avez parlé des systèmes nerveux que vous étudiez. Pour les abeilles, on peut accéder à l'enregistrement des neurones, des molécules, et voir qu'on a des molécules qui interviennent dans la mémoire, notamment. Oui, absolument. Donc, vous savez, le cerveau d'une abeille, c'est quelque chose de magique. Ça fait à peine 1 mm3. Figurez-vous ce que ça veut dire 1 mm3. Chez vous, il y a 100 milliards de neurones. Imaginez encore une fois ce que ça veut dire. Et dans le cerveau d'une abeille, il y a à peine 950 000 neurones. Et pourtant, ce petit cerveau, il est incroyablement efficace. Il apprend, il mémorise, il forme de mémoire à court terme, à moyen terme, à long terme. Et donc, on peut repérer ces circuits, on les connaît, on les a repérés, on les a identifiés. Et on peut même aller voir, donc avec différents outils de biologie moléculaire, quelles sont les molécules qui déterminent, par exemple, les mémoires à court terme, pourquoi elles durent peu de temps, les mémoires à long terme, pourquoi au contraire, celle-ci, elle persiste. On sait déjà, par exemple, parce qu'elle libère la synthèse de protéines et on crée des nouvelles connexions qui stabilisent la mémoire. On sait tout ça, on voit ça. On peut le voir à partir des outils d'imagerie. Et donc, quand on fait ceci, ce qui est absolument génial, c'est de comprendre que certaines de ces molécules, beaucoup d'entre elles d'ailleurs, qui participent à la stabilisation de ces mémoires, à ces cascades de mémoire, sont exactement les mêmes qui interviennent quand nous formons des mémoires dans nos neurones. Finalement, ce qu'on va dire, c'est que, comme je dis toujours, on est fait des mêmes briques. Et donc, c'est pas finalement si étonnant de trouver à une autre échelle, effectivement, des cascades moléculaires qui mènent à la formation de ces mémoires hyper performantes. Les abeilles, oui, forment des mémoires à long terme, et ces mémoires peuvent durer toute leur vie utile de butineuse si quelque chose d'autre ne vient pas prendre le pas et remplacer
donc la mémoire qui existe. Donc il y a une capacité vraiment très très forte à former ces mémoires, et on a plein d'outils pour faire ce voyage magique de rentrer dans ces petits cerveaux et regarder par des outils d'imagerie adaptés à ce micro-cerveau comment ce cerveau s'active, comment ce cerveau s'inhibe, etc. lors de ces processus. Et vous dites pour ça, il faut que l'animal ne bouge pas ? Oui, absolument, parce que effectivement, imaginez que si un animal bouge, tous les signaux nerveux sont bruités. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand vous passez un scanner à l'hôpital. Donc, si vous avez déjà eu cette expérience, on vous met dans un tube, on vous met rentrer là-dedans et vous bougez pas du tout. Il faut pas bouger. Oui, c'est normal, parce que si vous bougez, tous les signaux du cerveau seront bruités, et on pourra rien lire. Comment faire ça dans le cas d'une abeille ? C'est simple. Ce qu'on peut faire, c'est on peut tout simplement capturer des abeilles butineuses dans un nourrisseur, et donc ce qu'on va faire gentiment, les mettre au frigo 2-3 minutes juste pour les endormir un petit peu, parce que personne ne veut se faire piquer normalement, donc juste pour les endormir, et puis on va les mettre dans des petits tubes, pas pour les faire passer un scanner, mais simplement pour les immobiliser. Et donc à ce moment-là, elles vont montrer néanmoins des réponses qui nous indiquent si elles apprennent ou non. Malgré le fait d'être immobilisées dans ces petits tubes, par exemple, si on touche les antennes avec de l'eau sucrée, pac, elles tirent la langue. Parce qu'elles ont faim. Donc, elles auront passé 1 heure ou 2 dans les tubes, elles auront faim. Si vous touchez l'antenne avec de la solution sucrée, boum, elles tirent la langue. Et c'est maintenant où vous pouvez faire votre expérience. Vous pouvez dire à l'abeille, écoute, maintenant je te balance une odeur que tu ne connais pas. Mais sache que chaque fois que cette odeur va arriver, il y a le sucre qui arrive après. Et l'abeille, elle apprend, parce qu'elle est intéressée par cette nourriture. Donc, chaque fois qu'il y aura l'odeur qui arrive, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, elle va tirer la langue parce qu'odeur, pour elle, est devenue l'équivalent de sucre. Donc, malgré cette situation d'immobilité, on voit l'apprentissage. On peut demander à l'abeille, est-ce que tu te souviens 2 semaines après ? Et effectivement, elle se souvient. Et effectivement, on peut aller aussi regarder dans ce petit cerveau qui ne bouge pas, mais qui manifeste l'existence d'apprentissage et de mémoire, tous ces processus qui sous-tendent ces capacités. Agatha Livin-Bazin, est-ce qu'on a de la mémoire chez les oiseaux, forcément ? Comment ça se manifeste ? Quelles expériences on a pu avoir là-dessus ? Alors, c'est vrai que j'avais d'autres idées qui me venaient en cours de route, mais c'est vrai que tous les trois, je pense qu'on a des sujets d'études qui ont des cerveaux radicalement différents. C'est vrai qu'on l'évoquait, entre le cerveau de l'abeille, du chimpanzé et des oiseaux, c'est pas du tout forcément bâti pareil, mais il y a quand même les mêmes briques, parce qu'il faut le savoir, par exemple, le cerveau des oiseaux est entièrement lisse. Il n'y a pas toutes ces feuillets, ces circonvolutions qu'il y a dans le cerveau des mammifères. Et on parlait de neurones, que la quantité de neurones, finalement, même l'abeille qui n'en a pas tant que ça, elle pouvait quand même faire des choses impressionnantes. Et en fait, les oiseaux, ils ont un peu cette contrainte-là. La majorité des oiseaux volent. Donc il faut rester léger, ils ne peuvent pas avoir un cerveau qui fasse 5 kilos. Et du coup, pendant très longtemps, on a pensé que les oiseaux étaient stupides parce qu'on ne retrouvait pas les mêmes fonctions, les mêmes zones du cerveau que chez les mammifères. C'est-à-dire que chez les mammifères, la zone un peu emblématique, c'est ce qu'on appelle le néocortex, celui où il y a de la mémoire, de l'apprentissage, plein de choses. Et chez l'oiseau, il n'y avait pas exactement la même structure. Et en 2007, c'est pas si vieux que ça, on a recartographié le cerveau des oiseaux, on s'est rendu compte qu'ils avaient une structure équivalente, mais qui n'était pas tout à fait pareille et qui fait la même chose. Et on s'est aussi rendu compte que les oiseaux, pour compenser cette contrainte du vol, ils avaient beaucoup plus de neurones, c'était beaucoup plus concentré que chez des mammifères, singes capucins, rongeurs, etc., de taille équivalente. C'est-à-dire que même si les 2 cerveaux font la même taille entre un singe capucin et un perroquet gris du Gabon, vous allez avoir 2 fois plus de neurones chez les perroquets pour être efficace, pour ne pas occuper trop d'espace, etc. Donc pardon pour cet aparté, c'est vrai que je me suis fait la réflexion il y a à la fois des différences et des trucs très communs, et je trouve ça intéressant de se dire que même des animaux très différents, qui ne sont pas construits anatomiquement comme ce que nous on définirait comme ce qu'on connaît, etc., peuvent faire des performances aussi remarquables. Pour la mémoire, c'est vrai que les oiseaux, moi j'avoue, je parle beaucoup des corbeaux parce que j'aime beaucoup les perroquets aussi, mais les corbeaux, les gens les aiment moins en général, donc je pense qu'il faut en parler plus. Les corvidés, donc il y a les corbeaux, mais il y a aussi les pies, les geais, ce sont de la même famille. Ils ont une habitude tout à fait pratique qui est de cacher de la nourriture pour plus tard.
Et on s'est rendu compte que voilà, ils pouvaient mémoriser un nombre de caches assez impressionnantes et qu'ils pouvaient retrouver des cachettes. Alors il y en a qui oublient. D'ailleurs, le jet des chênes est connu pour disperser des glands de chênes un peu partout, mais en général, ils retrouvent quand même pas mal de choses. Et à titre social, moi j'avoue, j'aime beaucoup m'intéresser aux relations entre les individus. Il y a une expérience en labo qui a été faite que je trouve très, très claire, où on a en fait testé si un oiseau se souvenait d'un congénère et de la relation qu'il entretenait avec ce congénère presque 2 ans après. Donc vous avez des oiseaux qui vivent dans une même volière, qui sont colocs, et puis on enregistre leurs cris. Donc il y a l'oiseau, il y a Martin, il y a Judith, il y a Maurice, voilà, chacun a ses cris. Ils vivent leur vie, ils vivent plus ensemble. Et 2 ans plus tard, on va diffuser à Maurice le cri de Judith et de je sais plus qui, Bob. Et en fait, on s'est rendu compte que non seulement ils réagissaient, mais ils réagissaient pas de la même façon si c'était un individu avec lequel ils avaient une relation particulière. Si c'est juste un coloc à qui ils ont vécu mais qui n'ont pas d'affection particulière, ils vont réagir. En revanche, si c'est un congénère avec qui voilà, il y avait un échange, ils étaient proches, ils vont réagir différemment. Et ce, presque 2 ans après avoir cohabiter avec ce congénère en question. Donc là aussi, je pense qu'il y a tout un pan de la recherche sur ces interactions entre individus au sein d'un groupe qu'on sous-estime énormément. Je pense que en plus, ce sont des animaux qui vivent longtemps, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Un corbeau, on ne sait pas exactement combien de temps ça peut vivre. Au début, on se dit 15-20 ans, et puis on se rend compte que des grands corbeaux, s'ils vivent par exemple dans des conditions où ils ne sont pas tirés dessus ou pas attaqués par une buse, peuvent vivre 40, 50, 60, on ne sait pas bien. Et chez ces animaux voilà, qui ont cette vie sociale complexe, ces animaux vivent toute leur vie ensemble au sein du couple, il y a forcément des interactions, des choses qui se passent dans la durée, quoi. On peut pas, donc il y a forcément de la mémoire qui joue pour se souvenir de ces interactions-là dans le temps. Moi, ce que je trouve intéressant dans le cas de la mémoire des chimpanzés, c'est justement cette capacité de mémoire associative. On parlait tout à l'heure de l'automédication. Donc, je pense qu'il y a de nombreuses espèces animales qui utilisent des plantes pour se soigner, mais souvent, le répertoire est relativement réduit. Enfin, vous allez tous me dire que votre chat mange de l'herbe et que ça lui permet d'évacuer des parasites ou des boules de poils, etc. Ce qui est intéressant avec les chimpanzés, c'est qu'il y a environ 10% des plantes qu'ils consomment qui ont des propriétés a priori pharmacologiques, donc ça fait entre 30 et 40 plantes, et qu'ils ne les utilisent pas au hasard, c'est-à-dire qu'il y a toujours une association entre un symptôme, donc la toux avec telle écorce, la diarrhée avec telle plante amère, etc. Et donc je pense que ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a de la mémoire associative, pas uniquement pour des animaux en interaction, mais également pour des objets inertes de l'environnement qui peuvent avoir de l'intérêt. Et peut-être que c'est un peu ça la particularité de l'automédication des chimpanzés, c'est qu'il y a une large gamme avec une armoire à pharmacie bien remplie et qu'en plus d'être capables de s'auto-diagnostiquer, ils sont capables de s'auto-médiquer. Mais là, encore une fois, peut-être pour faire aussi la différence avec les compétences humaines, c'est que c'est toujours de l'automédication et qu'il n'y a pas de soins aux congénères. Et peut-être aussi, ça rejoint un peu ce qu'on disait pour les outils, hein. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de... Voilà, donc oui, certes, ils sont en interaction avec leurs congénères, il y a des interactions fortes, des liens d'affection, d'amitié. Je le disais tout à l'heure, pour atteindre le pouvoir, il faut avoir des alliés et la hiérarchie n'est pas linéaire, donc c'est pas... A, B, C, D, voilà, c'est A plus B qui est supérieur quand ils sont tous les deux à C, mais chacun séparément n'est pas forcément dominant sur C. Donc voilà, et sur cette question de connaissance de sa place dans la société, c'est assez impressionnant, parce qu'en fait, les chimpanzés vivent en système fission-fusion, donc ils sont pas tout le temps ensemble, mais par contre, à chaque fois qu'ils se retrouvent, ils savent exactement où se positionner par rapport aux individus qui vont être en présence, alors que le groupe varie constamment. Donc un matin, ils peuvent être avec 12 individus et l'après-midi, ils seront avec 3 autres différents, etc. Et à chaque fois, cette
façon de se positionner dans le groupe est conservée. Et ça, je trouve ça super impressionnant. Et je me dis que, on a dans certains aspects, comme celui par exemple de la locomotion, du déplacement et de la carte mentale, qui est tout à fait exceptionnelle chez les oiseaux, comme chez les primates aussi, une intelligence bien moindre que sur ces aspects-là. Oui, on peut parler d'intelligence sociale, en fait, chez tous ces animaux, ce qui peut nous éclairer aussi sur l'intelligence humaine. Souvent, on oublie un petit peu cet aspect d'intelligence humaine. À quoi est-ce qu'on peut voir cette intelligence sociale, peut-être, chez les abeilles ? Donc, ça dépend de ce que vous entendez par intelligence sociale. Mais effectivement, je pense qu'effectivement, donc, ce qui est important dans le cas d'une abeille, c'est que c'est un organisme 100% social. Il ne vit pas pour lui, il vit pour la colonie. Quand une abeille va butiner, que vous voyez les abeilles sur les fleurs, elle ne travaille pas sur ces fleurs-là parce qu'elle a faim. Elle est allée chercher de la nourriture pour les besoins de la colonie. Donc ce n'est pas ses besoins individuels qui dictent son travail collectif ou son travail pour le collectif, mais c'est la colonie et les besoins de la colonie pour lesquels elle va travailler. Donc, c'est justement un jeu entre ces deux capacités. Vous avez une abeille butineuse dans la nature qui va déployer des capacités de navigation, d'orientation dans l'espace, de pouvoir revenir, d'apprendre des marques de terrain en tant qu'individu. Donc, il va pouvoir gérer cet environnement de façon incroyable en tant qu'individu. Il va rentrer dans des labyrinthes et résoudre des problèmes qui lui sont posés, etc., par l'expérimentateur, juste pour obtenir la gouttelette d'eau sucrée qu'il lui offre, qu'il vient chercher pour ramener à la colonie. Tout ça en tant qu'individu. Mais pourquoi il le fait ? Il le fait dans un contexte de répondre à des besoins collectifs. Donc, il y a ce jeu-là entre les deux capacités qui sont extrêmement importantes dans le cas des animaux sociaux qui vivent dans des sociétés organisées, qui, quelque part, donc, organisent l'activité de l'animal. On peut parler aussi d'empathie, peut-être, chez les oiseaux. C'est un sujet brûlant, l'empathie chez les animaux, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des fervents défenseurs et d'autres qui sont beaucoup plus sceptiques. Donc il n'y a pas encore de consensus sur la question, même si de plus en plus on en discute. Notamment, si ça vous intéresse, il y a un primatologue qui s'appelle Franz de Waal, qui a écrit plusieurs ouvrages de vulgarisation très accessibles, qui réfléchissent à ces notions d'empathie et de morale chez les animaux. Est-ce qu'il y a des bases de la morale chez les autres animaux que l'être humain ? Et ouais, pour revenir sur l'empathie, lui, de Waal, il a étudié ça dans les années 70. Dans les années 70, on était beaucoup plus théorie de l'agression de Konrad Lorenz, donc plus le frontal sur l'interaction sociale, et il étudiait des conflits chez des chimpanzés captifs aux Pays-Bas. Et en fait, en effet, il y avait des conflits, comme dans tous les groupes sociaux, ça arrive, mais il s'est rendu compte qu'après un conflit, il y avait aussi souvent un comportement qu'il a appelé de la consolation, où un singe qui était extérieur au conflit allait souvent passer ses bras autour des épaules du perdant, souvent, qui montrait par des signes, par des cris, qu'il venait de passer un mauvais moment. Et ça a émergé, il y a tout un champ de recherche qui s'est ouvert avec ça. Et pour les oiseaux, c'est encore plein de questions. On a observé, alors il y a eu une expérience qui a été menée chez les corbeaux freux, qui sont des animaux qui vivent en très grandes colonies, et chez les grands corbeaux, les mêmes que ceux qui réussissent la planification du futur, où on observe cette chose-là. C'est-à-dire que quand il y a un conflit, si A et B se disputent, souvent après, A et B de leur côté vont se faire consoler, souvent par leur partenaire. Parce que je ne suis pas revenue là-dessus, mais un des points extraordinaires des oiseaux, c'est qu'ils sont souvent monogames. C'est-à-dire que le couple est fidèle. Et chez les corvidés, souvent, c'est de la monogamie à la fois sexuelle et sociale. Parce qu'il y a des animaux monogames, comme les mésanges, où on se dit « oh là là, ils sont trop mignons, ils restent ensemble toute leur vie ». Mais quand on analyse qui est le père de qui, on se rend compte que Madame Mésange n'est pas forcément restée tout le temps avec son partenaire officiel. Chez les corvidés, souvent, il y a aussi cette monogamie sociale, et les partenaires de couple restent ensemble en dehors de la période où ils font des petits. C'est-à-dire qu'ils restent ensemble pour défendre le territoire, pour s'entraider, pour élever les jeunes, pour chasser les intrus. Enfin, il y a vraiment une coopération entre eux qui est très importante.
Et donc, on a observé ça, que quand il y avait conflit, souvent, le partenaire de celui qui avait eu des soucis faisait des comportements de consolation. Parce que les oiseaux se câlinent, ils se font du toilettage mutuel, comme les grands singes d'ailleurs, pour souvent, autour du bec, autour des plumes du cou, et puis ils passent du temps côte à côte. Souvent, ça c'est un truc qu'on peut mesurer objectivement pour voir que voilà, il y a un comportement qui se passe. Et ma collègue Valérie Dufour et son étudiante Aïcha Mohamed Benkada, ils ont essayé de refaire cette expérience à Strasbourg avec des corbeaux-freux. Et là, plot twist, ils n'ont pas du tout observé ça. Donc, c'était des corbeaux-freux, donc les mêmes oiseaux qui avaient été testés en Angleterre. Et quand il y a un conflit, eux, ils ont observé que A et B se séparaient, mais ils ne se faisaient pas du tout consoler par un troisième oiseau, mais juste, en fait, ils s'évitaient pour essayer de diminuer les prochains conflits, mais il n'y a pas cette consolation. Donc, ce sont des études récentes. Il y a sans doute une piste. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus, mais on ne peut pas encore assurer de manière universelle chez toutes les espèces de corvidés que ça existe. Donc, il y a des bonnes chances que ça existe, mais il faut creuser la question. Moi, je dirais que chez les chimpanzés, c'est absolument pas systématique. Oui, il y a des cas, c'est anecdotique, c'est particulièrement clair, probablement en captivité, quand il y a moins de contraintes et moins de risques et moins d'enjeux. En milieu naturel, alors la consolation évidemment existe, avec effectivement ces embrassades, se toucher la main vraiment pour se consoler, voire un comportement de monte et d'enlacement pour rassurer celui qui a été agressé. Donc comme je vous le disais, par contre, on voit pratiquement systématiquement que de l'automédication et pas de soins aux congénères. Souvent, quand un individu est blessé, par exemple dans le dos, et qu'il ne peut pas lui-même explorer sa plaie, il va le présenter à ses congénères. Et bien souvent, ça a plutôt tendance à susciter la peur et la fuite que vraiment le soin. Par contre, ce que j'ai pu observer, c'est que dans les comportements où il y a vraiment des enjeux importants, des risques vitaux, donc comme par exemple le groupe que j'étudie qui est soumis à une pression par les humains très forte et qui, par exemple, doivent traverser une grande route avec de l'asphalte et des voitures qui vont vraiment très très vite, avec de la mortalité sur cette route, des chimpanzés qui sont morts. Là, on voit non seulement un comportement de vigilance individuel, c'est-à-dire qu'ils se dressent sur leurs deux, en bipédie, donc sur leurs deux jambes, qui regardent à gauche, à droite, mais pour la traversée, elle se fait souvent en groupe, donc ils attendent d'être réunis, alors qu'en principe, les fils peuvent, dans la forêt, peuvent s'allonger, etc. Là, ils attendent à la lisière, et quand ils traversent, c'est souvent le mâle, qui est un des mâles dominants qui est dans ce petit sous-groupe, qui initie la traversée et qui va, un peu comme l'agent de circulation, se poster au milieu de la route et attendre que les autres individus traversent. Et ça, c'est tout particulièrement vrai quand il y a des individus plus vulnérables, comme par exemple des mères avec des jeunes enfants, donc elles portent soit sur le ventre, soit sur le dos, avec les petits qui courent derrière, soit pour des individus mutilés, puisqu'on a 30% des chimpanzés qui ont des blessures dues à des pièges, et donc soit des pieds, soit des bras en moins, soit des phalanges en moins. Et une fois que ces individus-là ont traversé, ensuite le mâle alpha ou le mâle dominant de ce groupe-là reprend la traversée. Donc une attention envers ses congénères, avec une attention particulière pour des individus plus faibles. Pareil autour d'individus quand même. En fait, on se rend compte que probablement ils sont conscients de l'état de leurs congénères, avec par exemple des individus mourants pour lesquels le groupe va faire un détour, va aller voir, toucher pour vérifier s'il est vivant ou pas, mais pas forcément le veiller ou rester à côté de lui, même si Franz de Waal ou Christophe Busch décrivent des comportements d'empathie ou vraiment d'attention envers des individus blessés ou de soins. Je pense que c'est quand même relativement rare et pas du tout systématique, et encore une fois probablement dû à certains individus de relations affiliatives particulières entre des individus qui s'apprécient par exemple. Puis il y a des niveaux. C'est vrai qu'on n'a pas défini l'empathie, mais par exemple Franz de Waal, moi je trouve ça, j'aime bien sa définition parce que justement il parle de degrés. C'est-à-dire que le premier niveau de l'empathie, ça peut être juste je comprends l'émotion de l'autre. C'est pas pour autant que je vais faire quelque chose pour l'aider. Et le niveau le plus compliqué, c'est vraiment de se mettre à la place de l'autre, de projeter potentiellement son ressenti, ses émotions, et d'essayer de
trouver une solution ou faire une action pour les venir en aide. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, là, pour les individus mutilés, que voilà, ils ont besoin peut-être de qu'on marche moins vite, d'adapter. Mais il peut y avoir le premier niveau que je trouve très intéressant, c'est la contagion émotionnelle. Lui, il le définit comme ça. Un exemple tout bête, c'est si je me mets à bâiller comme ça, ouvertement, si je le fais mieux que ça, en général, tout le monde a envie de se mettre à bâiller. Et pour autant, vous n'allez pas forcément vous projeter dans mon état émotionnel, mais il y a une sorte de mécanisme, sans doute, un peu neuro. Peut-être que vous avez quelques pistes là-dessus sur le cerveau, parce qu'on ne sait pas non plus trop comment c'est câblé, mais on se dit qu'il y a déjà une base de compréhension des autres qui n'est pas forcément conscientisée, si je puis dire. Un petit mot de neurone miroir. Voilà, c'est ça. Non, donc en fait, non, j'étais plutôt sur un autre sujet de ce que vous aviez dit, qui me paraît important de soulever parce que c'est revenu plusieurs fois. C'est le fait des variations interindividuelles. Vous avez parlé de variations entre groupes dans les performances, mais aussi au sein d'un groupe dans les variations interindividuelles. Et ça, c'est très, très important à l'heure actuelle dans l'étude de la cognition animale parce que ça présente une sorte de conflit qui n'est pas réel aux scientifiques. Le scientifique, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut caractériser toute une série d'individus pour sortir quelque part une performance moyenne et dire voilà, je conclus que cette capacité au sein de la population est là. Il tend à moyenner. C'est son objectif pour répondre à ces hypothèses. Et c'est normal, c'est le travail du scientifique. Mais quelque part, en faisant ceci, il oublie cette variabilité. Et pendant des années et des années, à la recherche de valeurs moyennes, c'est-à-dire de conclusions généralisables à un groupe d'individus, on a un peu perdu de vue que ces groupes d'individus, ils ne sont pas tous pareils. Vous voyez une société de fourmis, vous vous dites « Ah, c'est tous des petits robots, tous identiques ». Faux, absolument faux. Là-dedans, vous avez aussi des, entre guillemets, personnalités. Pareil chez les abeilles. Il y en a qui sont prédisposés à prendre mieux sur le sucre, autres qui sont mieux prédisposés à prendre sur le pollen, autres qui sont mieux prédisposés à prendre sur les odeurs, autres sur les couleurs. Donc vous avez tout un monde de variabilité là-dedans, de même dans toutes les espèces animales. Donc ce qui est très important à l'heure actuelle, c'est apprendre la richesse de ces groupes d'individus qui finalement ne sont pas si différents que nous. Donc, et comprendre que cette variabilité dans la cognition a un sens. Si par exemple une société d'insectes a des individus qui sont mauvais pour l'apprentissage visuel, ça a un sens parce que peut-être ils sont, et c'est déjà le cas, ils sont bons pour autre chose, pour l'apprentissage olfactif. Et de cette façon-là, la société va avoir la possibilité d'exploiter des ressources de façon intelligente et rationnelle en utilisant les capacités des uns et des autres. Donc c'est en ça que l'étude de la variabilité est importante. Déjà, tous les animaux ne sont pas identiques, même au sein d'une espèce, même au sein d'un groupe. Et ça nous apprend beaucoup de choses aussi sur nous, ou ça devrait le faire en tout cas. Et justement, on va bientôt prendre vos questions, si vous en avez. Mais avant, petite question de conclusion, quelles leçons vous tirez un petit peu de toutes ces intelligences animales sur notre intelligence humaine ? Est-ce que ça vous a amené à vous questionner vous-même sur notre intelligence humaine ? Et quelles questions ça vous fait vous poser là-dessus ? Ou quels constats ? Moi, je pense que ça nous rend modestes parce que on se rend compte qu'on sait pratiquement rien encore, probablement de tout ce qui nous reste à apprendre, et également que, moi, quand je suis dans la forêt tropicale, je me sens beaucoup moins intelligente que toutes les espèces animales qui m'entourent. Voilà, donc je pense que s'interroger sur ce qu'est l'intelligence, ça apprend à être modeste et humble vis-à-vis des autres espèces qui nous entourent, et donc de devoir les protéger pour pouvoir vivre en bonne harmonie avec elles, parce que c'est probablement cette intelligence commune du monde qu'il faut préserver et pas les intelligences humaines ou animales de certaines espèces particulières. Oui, moi je pense que je te rejoins aussi. C'est vrai que moi, je trouve que plus j'apprenais de choses en éthologie, plus on apprend aussi à quel point nous, humains, on a plein de biais, en fait. Au début de l'éthologie, on s'intéressait beaucoup aux grands singes, parce que c'était nos plus proches cousins, et on essayait de voir quel comportement il y avait chez nous qu'on pouvait retrouver ailleurs. Et au final, on se rend compte aujourd'hui que c'est pas forcément la bonne façon de faire, parce qu'il y a des animaux qui perçoivent des couleurs, qui entendent des sons que nous, on ne peut pas percevoir, et on n'est pas en mesure de leur poser forcément les bonnes questions.
Et donc là, c'est vrai qu'on parlait de 3 groupes d'animaux très différents, les insectes, les mammifères, les oiseaux, mais encore aujourd'hui, en 2022, il y a des animaux dont on ne connaît rien. Les reptiles, quelle est la vie sociale ? Mais oui. Et on a découvert il y a quelques dizaines d'années l'intelligence de certains mollusques comme les pieuvres, etc. Mais il y a des animaux très différents de nous qui savent faire des choses qu'on n'imagine même pas. Et je pense que c'est la voie dans laquelle il faut partir, de ne pas se limiter, de ne pas rester sur nos idées reçues et de s'intéresser à tous les types d'intelligence chez tous les types d'espèces. Donc oui, effectivement, donc ce point est très important parce que il faut se dire qu'on connaît mais vraiment un pourcentage infime des animaux qui nous entourent en termes de leur capacité cognitive. Il faut se dire que pour étudier ces capacités, on doit être capable de mettre en place des tests particuliers pour leur poser des questions, des méthodes d'élevage dans les laboratoires éventuellement. Tout ça, ça prend des années de travail. Donc c'est normal qu'on ne connaisse qu'un pourcentage infime pour arriver justement à ce niveau de travail. Mais on perd donc une énorme diversité biologique tout autour de nous qu'on ne connaît pas. Par rapport à la question, donc effectivement, je partage avec vous ce réflexe d'humilité, c'est-à-dire de dire que finalement, plus j'étudie mes animaux, plus je me rends compte que je suis pas si spécial que je le croyais. C'est très très important ça, parce que c'est certainement une position philosophique de quelle est ma place dans la nature. Suis-je si spécial? Suis-je unique? Peut-être dans certaines caractéristiques, oui. Ici, on est en train de débattre et de parler, d'échanger. Dans d'autres, certainement pas. Dans la capacité à élaborer des concepts abstraits, de résoudre des problèmes de haut niveau, etc. Ça a été montré chez pratiquement plein d'espèces, y compris les insectes. Donc, réflexe d'humilité, certes. Et il y a une deuxième réaction qui vient chez moi, qui est réflexe de responsabilité. Notamment si je parle d'abeilles. Vous êtes bien au courant que vous avez entendu parler du phénomène de disparition massive, de la mort massive des abeilles dans le monde entier. Donc cette mort est produite par l'action humaine, soyons clairs. Donc parce qu'on a commencé à utiliser des pesticides de façon sauvage, parce qu'on ne contrôle plus ça, parce qu'on est en train de tuer la biodiversité avec des monocultures qui suppriment donc les sources de nourriture de ces animaux et bien d'autres, etc. Et donc plus je vois les intelligences qu'il y a autour de moi, plus je me pose la question, mais de quel droit je suis en train de faire ça? De quel droit? Et je parle d'abeilles, mais le même type de réflexion s'appliquera à plein de petits cerveaux et systèmes nerveux qui seront là. L'oiseau, mammifères, etc. Donc, de quel droit? Donc, humilité, mais aussi responsabilité. C'est ce qui mène l'étude de l'animal. Bien, merci. Merci à tous les trois d'être venus nous partager vos savoirs, vos éclairages. On voit qu'on a encore plein de choses à se dire sur les intelligences animales et qu'on en aura certainement d'autres plus tard. On vous donne rendez-vous le 14 avril pour la prochaine conférence sur la question de l'intelligence scolaire, pour questionner l'apprentissage au prisme des neurosciences et de la sociologie. Voilà, et voir quelles pistes on peut utiliser pour améliorer l'enseignement au gré de ces découvertes-là. Voilà, merci à toute l'équipe de la BNF et puis merci à vous pour vos questions, votre écoute. Merci à vous. Merci Charlie. Merci pour cette invitation, pour votre présence. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.